Après 10 ans d'épargne, j'ai enfin pu acheter un luxueux manoir en banlieue. Je suis rentré chez moi rempli de joie et j'ai décidé de ne rien dire à mon mari jusqu'au moment opportun. Et à peine 2 heures plus tard, j'ai compris combien cette décision avait été judicieuse. Pendant 10 ans, chaque mois, Hélène mettait de l'argent de son salaire de côté. Pas tout, bien sûr. Il fallait entretenir la maison, acheter des vêtements, mais un tiers de ses revenus allait sur un compte dont elle seule avait connaissance. Elle avait travaillé 2 emplois pendant les 5 dernières années. Le jour comme comptable dans une entreprise de construction et le soir, elle donnait des cours en ligne d'éducation financière. Elle dormait 5 heures, se privait de nouveaux vêtements, de maquillage, de coiffeur, mais ce matin même, elle avait signé l'acte de propriété d'une villa exclusive aux Roches, une prestigieuse résidence à Saint-Germain-en-Laye, à environ 30 km de Paris. Une maison de 2 étages avec d'énormes baies vitrées, une cheminée et un terrain de 1000 mètres carrés. Le rêve de toute sa vie. Hélène est rentrée chez elle vers 15 heures. La joie bouillonnait encore dans sa poitrine et ses mains tremblaient légèrement d'émotion. Elle a posé son sac sur la commode de l'entrée et a tendu l'oreille. Il y avait le silence dans l'appartement. Son mari, Hugues, travaillait à distance comme programmeur. Normalement, à cette heure-là, il était assis devant l'ordinateur dans le bureau. Je lui raconterai pendant le dîner, décida Hélène. Je mettrai une belle table, je sortirai un bon vin, que ce soit un moment spécial. Elle passa à la cuisine et alluma la cafetière. Elle devait faire la liste des courses pour le dîner de célébration, peut-être lui préparer son plat préféré, un bon gigot d'agneau rôti, ou mieux, des entrecôtes. Le téléphone d'Hugues sonna quelque part dans le salon. Hélène entendit qu'il sortait du bureau et décrochait. « Dis, maman. » La voix de son mari semblait tendue. « Oui, je suis à la maison. » Hélène est toujours au travail. Hélène fronça les sourcils. « Non, maman, je ne peux pas parler très fort maintenant, » continua Hugues dans un murmure. Mais dans le silence de l'appartement, Hélène entendait chaque mot. « Écoute, à propos de l'argent. Je t'ai déjà dit qu'Hélène a sûrement des économies. Elle est comptable. Elle a toujours été radine avec l'argent. » Le cœur d'Hélène fit un bond. Elle resta pétrifiée, la tasse à la main. « Maman, combien de temps dois-je encore supporter cela? Je suis mariée à cette idiote depuis 10 ans. Tu crois que c'est facile pour moi? » Hugues parlait avec une telle rage qu'Hélène ne reconnaissait même pas sa voix. C'est une femme sans saveur. Tout le temps à travailler, au lit. C'est comme une bûche, elle ne sait même pas cuisiner correctement, si ce n'était pas pour son salaire. La tasse glissa des mains d'Hélène et se brisa sur le carrelage de la cuisine. Le fracas résonna dans tout l'appartement. « Je te rappelle plus tard » lâcha Hugues rapidement et raccrocha. Une seconde plus tard, il apparut sur le seuil de la cuisine. Il était pâle. « Hélène, tu es à la maison. Je ne t'ai pas entendu entrer. » Hélène le regarda et eut l'impression de voir cet homme pour la première fois de sa vie. 10 ans de mariage, 10 ans à le considérer comme son soutien. Son compagnon, l'homme qu'elle aimait, et il la traitait d'idiote, de femme sans saveur, de bûche. « Combien » demanda-t-elle à voix basse. « Quoi » Hugues tenta de feindre la confusion, mais ce n'était pas très convaincant. « Combien tu pensais prendre de mes économies » Il humecta ses lèvres, hésita une seconde puis fit un geste de dédain avec la main. « Oh, ne fais pas une montagne d'une taupinière. Ma mère m'a juste demandé de l'argent en prêt. Marc a des problèmes avec son entreprise et a besoin de régler une dette urgente. 2000 €. Nous sommes une famille. Nous devons nous aider. » 2000 €, répéta Hélène. « Et tu ne pensais pas me demander ? Eh bien, pourquoi ?» Hugues haussa les épaules et dans ce geste, il y eut un tel mépris qu'Hélène sentit son sang se glacer. « Tu aurais commencé à te plaindre que tu économises pour je ne sais quelle bêtise. C'était plus facile de les prendre et de les rendre après. » Pour je ne sais quelle bêtise, répéta Hélène comme un écho. « Et comment comptais-tu retirer l'argent de mon compte ?» Hugues détourna le regard. « J'ai vu les indices des mots de passe dans ton carnet, dans le tiroir de ton bureau. Je l'ai vu sans le vouloir. » « Sans le vouloir ? Hélène, ne fais pas de scène, éleva Hugues la voix. Je suis ton mari. Nous avons un budget commun, une vie commune. Quel secret peut-il y avoir ? Budget commun. Hélène éclata de rire et ce rire lui parut étrange, même à elle-même.
Hugues, cela fait 3 ans que tu n'as pas versé un seul centime pour la maison. Je perds Internet, s'indigna-t-il. Et en général, je gagne plus que toi. J'ai simplement besoin d'argent pour mes dépenses. Pour quelles dépenses? C'est mon affaire. Hélène se baissa et commença à ramasser les morceaux de la tasse. Ses mains agissaient en pilote automatique tandis que des éclairs de souvenirs traversaient son esprit. Comme il y a 3 ans, Hugues avait soudainement acheté un smartphone dernier modèle très cher, comment il restait habituellement tard au travail, comment la dernière année, il ne la touchait presque plus, s'excusant de la fatigue. Il y a une autre personne, dit-elle en se relevant du sol. Ce n'était pas une question. Le visage d'Hugues se contracta. De quoi parles-tu? Quel âge a-t-elle, Hélène? Que dis-tu? Quel âge? Hugues la regarda fixement pendant un long moment puis sourit. Un sourire laid, tordu. 23 ans. Elle s'appelle Valérie. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an à un congrès. Elle est experte en marketing, intelligente, belle. Et oui, avec elle, je me sens vivant, pas comme avec toi, un robot qui ne sait que travailler et compter les centimes. Le silence qui s'ensuivit fut dense, coupant. Hélène sentit quelque chose en elle se briser avec un craquement sourd. Ce n'était pas le cœur. Non, cela aurait été trop simple. Ce sont les illusions, les espoirs, les projets d'avenir qui se brisaient. 10 ans de vie réduits soudainement à néant. Fais tes valises, dit-elle d'une voix ferme. Quoi? Prends tes affaires et pars aujourd'hui même. Hugues renifla. Tu es devenue folle. Cet appartement est à moi. Et de plus, si tu crois que je vais partir les mains vides après 10 ans de mariage, tu te trompes du tout au tout. Je sais que tu as des économies, de bonnes économies, et dans le divorce, je prendrai ma part. Ta part, acquiesça Hélène. Très bien, alors. Divorce. Divorce, alors accepta Hugues. Et n'en doute pas, je chercherai un bon avocat. Tu as travaillé à 2 endroits. Génial. Cela signifie que tu as beaucoup d'argent. La moitié est à moi et cet appartement est à moi. Il est à mon nom. Donc, c'est toi qui vas devoir faire tes valises, ma chère. Il tourna les talons et se dirigea vers le bureau. Sur le seuil, il se retourna. Ah, et Valérie est enceinte, alors ça tombe bien de chercher un appartement plus grand. Tu peux déjà regarder les locations. La porte du bureau claqua. Hélène resta au milieu de la cuisine, entourée des restes de la tasse cassée, et expira lentement. Ses mains ne tremblaient plus. Une clarté étrange et glaciale s'était installée en elle. Elle sortit son portable et ouvrit la photo qu'elle avait prise ce matin même. Une villa exclusive aux Roches, 2 étages, baie vitrée panoramique, acte de propriété à son nom. L'appartement dans lequel il se trouvait était effectivement au nom d'Hugues. C'était une propriété qu'il avait héritée de ses parents avant de se marier, mais la villa était la sienne, totalement et absolument. Hélène sourit légèrement et composa le numéro de son avocate. Bonjour, Laure, c'est Hélène Dupont. Oui, la même. Nous avons signé la vente ce matin. Dis-moi, tu t'occupes des cas de divorce? Hélène prit tranquillement son sac et se dirigea vers la porte. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix était sereine. 10 ans de travail exténuant avaient forgé son caractère mieux que n'importe quel cours de gestion du stress. Où crois-tu que tu vas, lui coupa Hugues le passage. J'ai dit que tu pouvais rester quelques jours. Merci pour ta magnanimité, sourit Hélène de manière presque imperceptible. Mais j'ai où vivre. Tu vas aller pleurer chez ta petite amie, se moqua Théil. Ne t'inquiète pas, tu vas pleurnicher une petite semaine et tu reviendras à genoux me supplier de te reprendre. Hélène ne répondit pas. Lui donner des explications n'avait plus aucun sens. Elle sortit de l'appartement en entendant derrière elle sa dernière phrase. Et n'ose pas toucher l'argent du compte. De toute façon, j'aurai ma moitié au tribunal. La porte se referma. Hélène s'arrêta sur le palier, s'appuya contre le mur froid et s'autorisa quelques respirations profondes. Ce n'est que maintenant, alors que l'adrénaline commençait à redescendre, qu'elle sentit son cœur battre fort. Son portable vibra. Un message de l'avocate Laure Dubois. Je vous attends demain à 10 heures. Je vous envoie l'adresse séparément. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien.
Hélène commanda un Uber et se dirigea vers sa nouvelle maison. En chemin, elle regardait la ville au coucher du soleil par la fenêtre et une étrange sensation de liberté remplaçait peu à peu la douleur de la trahison. Oui, cela faisait mal, mais il aurait été bien plus douloureux de tout découvrir un an ou deux plus tard, quand Hugues aurait déjà vidé ses comptes. La villa l'accueillit avec silence et une odeur de meubles neufs. L'agente immobilière avait eu la précaution de laisser un jeu de draps et un ensemble de bases pour la cuisine, cafetière, tasses, café et thé. Hélène se prépara un thé bien fort. Elle s'assit sur le canapé du salon et seulement alors s'autorisa à pleurer, non par pitié pour elle-même, mais par pur soulagement. Le lendemain matin, Hélène se réveilla à 7 heures par pure habitude. Elle prit une douche dans l'immense salle de bain avec une lucarne au plafond par laquelle entrait la lumière du matin. Elle enfila un élégant tailleur et alla voir l'avocate. Laure l'écouta en prenant des notes sur son bloc. Donc, l'appartement est à son nom depuis avant votre mariage. Oui, exact. La villa a été achetée avec vos fonds propres à partir d'un compte séparé? Oui, Hugues ne savait même pas que ce compte existait. Parfait, acquiesça l'avocate. Selon l'article 1406 du Code civil français, les biens acquis en remplacement de biens propres appartiennent exclusivement à cet époux. Si vous pouvez prouver que la villa a été achetée avec de l'argent épargné par vous, en dehors des biens communs, elle restera uniquement à vous. J'ai tout noté. Hélène sortit de son sac un épais carnet. Pendant 10 ans, j'ai enregistré chaque centime. Combien je gagnais, combien j'épargnais? Combien je dépensais pour la maison? Laure feuilleta le carnet et une expression de respect apparut sur son visage. C'est très bien. Vous avez aussi les relevés bancaires? Oui, j'ai tout imprimé hier soir. Excellent. Maintenant, concernant le divorce, vous avez mentionné que votre mari vous a été infidèle pendant 1 an et que son amante est enceinte. Avez-vous des preuves? Il me l'a dit lui-même hier, mais je n'ai pas d'enregistrement. Ce n'est pas grave. En France, le divorce ne nécessite pas de justifier de cause. S'il ne s'oppose pas à la demande, ce sera rapide. Quant au bien, préparez-vous à ce qu'il tente de réclamer une partie de la villa, en arguant que c'est un bien commun. Mais avec ces preuves, nous avons une position très forte. Et s'il dit qu'il m'a aidé à épargner? Alors qu'il apporte les preuves, sourit l'avocate. Vous avez des registres et des relevés qui justifient l'origine de chaque euro. Hélène se rappela les 3 dernières années pendant lesquelles Hugues n'avait pratiquement rien apporté à l'économie familiale. Il n'a rien. Eh bien, parfait. Aujourd'hui même, je prépare la demande de divorce. Demain, nous la déposerons au tribunal. Les 2 semaines suivantes passèrent dans une sorte de brouillard étrange. Hélène allait travailler, rentrait chez elle dans sa nouvelle maison et l'aménageait petit à petit. Le soir, elle s'asseyait sur la terrasse avec une tasse de thé pour contempler le coucher du soleil. La vie sans Hugues s'avéra étonnamment tranquille. Il l'appela environ 5 fois. D'abord, il exigea de la voir, puis il la menaça. Ensuite, il tenta de l'apitoyer. Hélène ne décrocha pas le téléphone. Toutes les communications passaient désormais par l'avocate. La convocation judiciaire arriva 3 semaines plus tard. L'audience fut fixée pour 1 mois après. La veille du procès, Laure appela. Hélène, j'ai des nouvelles. Votre mari a engagé un avocat. Ils exigent la moitié de la valeur de la villa, se basant sur le fait que c'est un bien acquis pendant le mariage et donc commun. Je m'en doutais. Tranquille, nous sommes prêtes. Au fait, il y a autre chose. J'ai fait quelques recherches sur ce Hugues. Il s'avère qu'il y a 1 an, il a contracté un prêt personnel de 200 000 euros. Étiez-vous au courant de cela? Hélène fut glacée. Non, je n'en avais aucune idée. Selon la loi, les dettes contractées pendant le mariage sont présumées communes, oui, si elles sont destinées à l'entretien de la famille. Préparez-vous car il tentera de vous faire endosser la moitié de cette dette. Mais je n'ai signé aucun document. C'est très bien. Cela signifie que nous pourrons prouver que vous n'avez pas donné votre consentement pour le prêt, et que vous n'en saviez rien, surtout si l'argent n'a pas été dépensé pour les besoins familiaux. Je ne sais pas encore dans quoi il l'a dépensé, mais je vais le découvrir. À demain. Hélène raccrocha et resta pensive. 200 000 euros. Il y a 1 an, exactement quand Valérie est apparue. Le tableau s'annonçait assez sordide. Hélène entra dans la salle d'audience 5 minutes avant le début du procès.
Hugues était déjà assis sur le banc à côté de son avocat, un jeune homme en costume chair. En la voyant, Hugues fit une grimace, mais ne dit rien. La juge entra, s'assit et examina les documents. L'audience est ouverte pour la procédure de divorce entre Madame Hélène Dupont et Monsieur Hugues Lefebvre. Elle leva les yeux. La partie demanderesse sollicite le divorce. La partie défenderesse s'y oppose. L'avocat d'Hugues se leva. Non, Madame la juge, mon client ne s'oppose pas à la dissolution du lien matrimonial. Cependant, nous sollicitons la liquidation de la communauté de biens, réclamant la moitié des biens acquis pendant le mariage. À quel bien en particulier vous référez-vous? À la villa de luxe aux Roches, acquise par la demanderesse il y a environ un mois. Valeur d'expertise 800 000 €. Ayant été achetée alors qu'ils étaient mariés, mon client a droit à la moitié de sa valeur. La juge regarda Laure Dubois. Que la représentation de la demanderesse a-t-elle à alléguer? Avec votre permission, Madame la juge. Laure se leva. L'immeuble a été acquis entièrement avec les fonds propres de ma cliente, économisés par elle pendant 10 ans sur un compte séparé à son nom exclusif. Nous apportons les relevés bancaires qui certifient la traçabilité de chaque centime. De plus, nous sommes en mesure de démontrer que le défendeur n'a pratiquement pas participé aux charges familiales au cours des 3 dernières années. Hugues sursauta, mais son avocat lui posa une main sur l'épaule. Présentez les preuves, acquiesça la juge. L'heure suivante fut consacrée à l'examen des documents, les carnets d'Hélène avec ses notes, les mouvements de compte, les déclarations de revenus. Tout était détaillé au millimètre près. Ce qu'elle gagnait, ce qu'elle économisait. Ce qu'elle dépensait pour la maison. La juge examinait attentivement la documentation, posant de temps en temps une question éclaircissante. Monsieur Lefebvre, s'adressa-t-elle enfin à Hugues. Avez-vous une preuve documentaire que vous avez apporté de l'argent aux économies de votre épouse? Hugues regarda son avocat, déconcerté. Moi, je payais les factures d'électricité et d'eau. Cela fait partie des obligations pour l'entretien des charges familiales, lui coupa la juge. Je vous demande spécifiquement les économies destinées à l'achat du logement. Eh bien, je travaillais, j'apportais de l'argent à la maison. Apportez les documents qui certifient vos revenus et dépenses des 3 dernières années. L'avocat d'Hugues hésita. Madame la juge, nous ne sommes pas en mesure d'apporter cette documentation en ce moment. Alors, j'ai une autre question. La juge regarda de nouveau ses papiers. Monsieur Lefebvre, il y a un an, vous avez demandé un prêt personnel d'une valeur de 200 000 €. Votre épouse en avait-elle connaissance? Hugues pâlit. Ce sont mes affaires personnelles. Répondez à la question. Votre épouse a-t-elle donné son consentement pour demander ce prêt? Non. Et dans quoi cet argent a-t-il été investi? Le silence se fit. Hugues se taisait en regardant le sol. Son avocat feuilletait ses papiers avec nervosité. J'attends une réponse. La juge fut implacable. Dans des besoins personnels, balbutia enfin Hugues. Précisez. Cela n'a aucun rapport avec cette affaire. Cela a un rapport direct. Si le prêt a été demandé pour les charges familiales, la dette sera commune. Si c'était pour des dépenses strictement personnelles, elle sera votre dette propre. Dans quoi avez-vous dépensé 200 000 €? Hugues serra les poings et Laure Dubois intervint alors. Avec votre permission, Madame la juge, puis-je éclairer cette affaire? Nous avons connaissance qu'il y a exactement un an, le défendeur a acquis un studio au centre de Paris. Prix d'achat 180 000 €. L'appartement est enregistré au nom de Madame Valérie Dumas, qui, selon nos investigations, entretient une relation sentimentale avec le défendeur et est actuellement enceinte. Un murmure se fit entendre dans la salle. La juge haussa un sourcil et regarda Hugues avec un dédain non dissimulé. Est-ce vrai? Hugues garda le silence. Monsieur Lefebvre, je vous ai posé une question. Oui, répondit-il d'une voix éteinte. C'est vrai. La juge se pencha en arrière sur son fauteuil et l'observa en silence pendant quelques secondes. Puis elle prit un stylo et commença à écrire. Elle examina attentivement les documents que Laure Dubois lui avait remis. Hélène était assise les mains jointes sur ses genoux, essayant de respirer à un rythme normal. Hugues se tortillait nerveusement sur son siège et son avocat prenait rapidement des notes sur son bloc. Bien, prononça la juge en mettant les papiers de côté. Si je comprends bien,
Monsieur Lefebvre soutient qu'il a droit à la moitié de la valeur de la villa achetée par son épouse. C'est exact, Madame la juge, se leva l'avocat d'Hugues, selon la législation en vigueur sur la communauté de biens, tous les biens acquis pendant le mariage. Je connais le code civil, l'interrompit sèchement la magistrate. Mais autre chose m'intéresse, Monsieur Lefebvre. Étiez-vous au courant que votre épouse épargnait de l'argent? Hugues hésita. Eh bien, en termes généraux, elle a toujours été très économe. Économe, répéta la juge. Selon les fiches de paie et déclarations apportées, votre épouse travaillait dans 2 emplois différents. Confirmez-vous cela? Oui, mais... Et vous, contribuiez-vous à ces économies? Je subvenais aux besoins de la famille, s'indigna Hugues. Je payais les factures. Laure Dubois se leva. Madame la juge, si vous me le permettez, nous avons les relevés bancaires des 2 époux. Monsieur Lefebvre payait effectivement les charges et une partie des courses du supermarché, mais le reste des dépenses, vêtements, électroménagers, rénovation de la maison et même des cadeaux pour la belle famille, tout cela était payé par ma cliente avec le salaire de son emploi principal et l'argent de son second emploi était intégralement transféré sur un compte séparé. C'est un mensonge, s'écria Hugues. Nous disposons de tous les tickets et factures des 3 dernières années, poursuivit Laure imperturbable, ma cliente est extrêmement méticuleuse avec les finances. Ce qui est logique, étant donné sa profession de comptable. La juge acquiesça. D'accord. Passons maintenant au prêt. Monsieur Lefebvre, vous avez demandé un crédit de 200 000 € il y a 1 an. Avec cet argent, vous avez acheté un logement. Au nom de qui est-il enregistré? Le silence s'empara de la salle. Au nom de Madame Valérie Dumas, murmura Hugues. Parlez plus fort pour que cela soit enregistré, exigea la juge. Au nom de Valérie Dumas, cria Hugues, et c'est ma vie privée. Votre vie privée devient l'objet d'un examen judiciaire lorsqu'il s'agit de la liquidation de la communauté de biens, répliqua froidement la juge. Ainsi, vous achetez un appartement au nom d'une autre femme alors que vous êtes marié et vous exigez maintenant la moitié de la valeur d'une villa achetée par votre épouse avec ses propres économies personnelles. Hélène sentit une vague chaude d'espoir l'envahir. La juge était clairement de son côté. Madame la juge, intervint l'avocat d'Hugues. Le prêt a été formalisé au nom de mon client, mais étant sous le régime de la communauté de biens, cela constitue une dette solidaire pour les 2 époux. Selon la loi. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'interrompit Laure, si un époux contracte une dette sans le consentement de l'autre et que l'argent n'est pas destiné aux charges du mariage, l'autre époux n'est pas responsable de la dite dette. Nous avons le témoignage écrit de Monsieur Lefebvre lui-même, où il reconnaît avoir caché à son épouse le prêt ainsi que l'achat de l'appartement. Quel témoignage? Demanda Hugues, déconcerté. Laure sortit quelques feuilles de son dossier, les conversations WhatsApp entre vous et Mademoiselle Dumas. Elle a eu l'amabilité de nous fournir des captures d'écran. Valérie? Hugues devint rouge de fureur. Elle n'a pas pu. Bien sûr qu'elle a pu, sourit l'avocate, surtout après avoir appris que vous lui aviez promis de l'épouser. Mais qu'en même temps, vous aviez l'intention de prendre de l'argent à votre ex-femme. Je cite textuellement, Hélène ne se doute de rien. Je demanderai un prêt. Je dirai que c'est pour changer de voiture et je t'achèterai un appartement, ma chérie. Seulement, elle ne doit pas le savoir, sinon tout est fichu. Hélène ferma les yeux. Entendre cela faisait mal, même maintenant, alors qu'elle connaissait déjà toute la vérité. Continuons. Laure tourna la page. Dès que je divorce, je vends mon appartement. Hélène a sûrement des économies. Elle est obsédée par l'argent. Je lui prendrai la moitié au tribunal et nous vivrons comme des rois. Et ainsi de suite. Voulez-vous que je lise tout? Ce n'est pas nécessaire, sentencia la juge. Elle regardait Hugues avec un mépris non dissimulé. Le tableau est assez clair. Hélène regarda Hugues. Il était rouge, irascible, et une haine véritable apparaissait dans ses yeux. Soudain, elle comprit qu'elle n'avait jamais vraiment connu cet homme. Il reste un détail, Madame la juge. Laure sortit un dernier document. Mademoiselle Dumas est enceinte de 6 mois. Elle a intenté une action en reconnaissance de paternité et une demande de pension alimentaire. Cela n'a pas lieu d'être, s'écria l'avocat d'Hugues. Cela a une pertinence absolue, rétorqua la juge.
Cela démontre la prolongation dans le temps d'une relation extra-conjugale et les actes prémédités de Monsieur Lefebvre pour créer un second noyau familial en utilisant des fonds qui compromettaient le patrimoine commun. Elle regarda de nouveau les papiers puis leva la tête. Je suis prête à rendre mon verdict, Monsieur Lefebvre. Vos prétentions sur la moitié de la valeur de l'immeuble sont rejetées. La villa a été acquise avec des fonds de caractère propres à votre épouse, épargnés pendant le mariage grâce à un second emploi. Vous n'avez pas contribué à ces économies, et vous n'aviez pas connaissance de l'achat. Hugues fit un mouvement pour protester, mais son avocat l'arrêta en posant sa main sur son épaule. Quant au prêt, la juge regarda Hugues par-dessus ses lunettes. Le prêt de 200 000 € a été demandé sans le consentement de votre épouse et n'a pas été destiné à l'acquittement des charges familiales. Par conséquent, ce sera Monsieur Lefebvre qui répondra exclusivement de son remboursement. De plus, étant donné que pendant cette année, des fonds communs ont été utilisés pour payer les échéances de ce crédit, Monsieur Lefebvre devra rembourser à son épouse la moitié du montant déjà versé. Combien ont-ils déjà payé du prêt ? Demanda alors à l'avocat d'Hugues. Celui-ci feuilleta ses papiers à contre-cœur. 42 000 €. Alors, ce sont 21 000 € de compensation, acquiesça la juge. Délai de 6 mois. La décision est susceptible d'appel dans le délai légalement établi. Elle frappa un coup de marteau. Hugues resta pâle, le regard perdu. Son avocat ramassait ses affaires, visiblement désireux de quitter la salle au plus vite. Hélène se leva. Ses jambes étaient comme du plomb, mais elle resta droite. Laure la serra par les épaules. Félicitations, lui dit-elle à voix basse. Justice a été rendue. Hélène l'appela Hugues. Elle se retourna. Il était au milieu de la salle, déconcerté et pathétique. Tu sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir payer tout ça. Il me reste l'hypothèque du prêt plus la pension que me demande Valérie. Ne pouvons-nous pas trouver un accord d'une manière ou d'une autre ? Hélène le regarda fixement pendant un long moment. Cet homme avait été son mari. Elle lui avait préparé les petits déjeuners, elle lui avait lavé les vêtements, elle avait supporté sa mère, elle s'était privée de tout pour qu'il ne manque de rien à la maison. Et il la traitait d'idiote et de femme sans saveur. Il lui était infidèle et prévoyait de lui voler ses économies. Non, Hugues, répondit-elle calmement. Il n'y a pas d'accord possible. Tu as eu 10 ans pour me traiter comme un être humain. Tu as choisi un autre chemin. Maintenant, assume les conséquences. Elle tourna les talons et sortit de la salle sans regarder en arrière. Laure marchait à ses côtés et Hélène sentait qu'à chaque pas, un poids s'enlevait. Devant elle, il y avait une nouvelle vie dans sa propre maison, libre de mensonges et de trahisons, et elle était prête à l'affronter. Une semaine après le procès, Hélène était au milieu de l'entrée de sa nouvelle villa et n'arrivait pas à croire que tout était réel. La lumière du soleil entrait à flots par les immenses baies vitrées, se reflétant sur le parquet clair. Elle se promena lentement dans les pièces, écoutant ce silence, inhabituel mais si désiré, sans reproche, sans commentaire sarcastique sur le fait qu'elle travaillait encore le week-end. Sans Hugues. Son portable vibra dans sa poche. C'était Laure. Hélène, bonjour. J'ai des nouvelles. La voix de l'avocate semblait satisfaite. Hugues a transféré la première partie de l'indemnisation. Déjà, s'étonna Hélène. Je pensais qu'il le retarderait jusqu'au dernier moment. On dirait que notre ami a compris que les blagues étaient finies. Il ne manquerait plus que ça. Il a un ordre de saisie sur sa tête. Et j'ai déjà laissé entendre à son avocat que la prochaine étape était de s'attaquer à son compte courant. Hélène sourit. Ces dernières semaines, elle avait appris à se réjouir des petites victoires. Et qu'en est-il du reste ? C'est là que ça devient intéressant. Dans la voix de Laure, il y eut un ton de triomphe. Hugues essaie de vendre son appartement de célibataire. Donc, Valérie lui fait pression ? Non seulement elle. J'ai un peu enquêté. La banque a commencé à exiger le remboursement anticipé du fameux prêt de 200 000 €. Hugues a remboursé 2 échéances, donc en ce moment, votre ex-mari est entre le marteau et l'enclume. Hélène s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Le terrain était un peu négligé, mais elle s'imaginait déjà où elle planterait les rosiers. Peut-être mettrait-elle un petit banc près de l'étang. Laure, et que se passe-t-il s'il ne peut pas me payer l'indemnisation ? Alors, nous demanderons l'exécution du jugement. On lui saisira l'appartement et vous récupérerez ce qui vous est dû.
Il est vrai que cela prendra du temps, mais je ne pense pas que nous en arriverons là. Hugues n'est pas idiot. Il sait qu'il a plus intérêt à le vendre lui-même qu'à attendre que le tribunal le liquide. Après avoir raccroché, Hélène passa un bon moment à se promener dans la maison, planifiant la décoration. Elle n'avait pas beaucoup de budget. Le gros de ses économies était parti dans l'achat, mais maintenant, n'ayant plus à subvenir aux besoins de 2 personnes, elle pouvait planifier ses dépenses sans stress. L'après-midi, Lucie, son amie et collègue de travail, vint. Mon Dieu, Hélène. Elle resta paralysée à la porte en contemplant le grand salon. Mais c'est un palais. Comme tu as été intelligente de ne pas dire un mot à cet imbécile. Tu imagines ce qui se serait passé si tu étais allé en courant, tout excité, pour lui dire, chérie, j'ai acheté une maison pour nous 2. Hélène mit de l'eau à chauffer pour faire du thé. Il aurait commencé à faire des calculs pour voir ce qui lui revenait, fit une grimace Lucie. Ou pire, il l'aurait mise au nom de sa très chère et enceinte amante. Exact. Parfois, se taire est le meilleur bouclier. Lucie s'assit sur le rebord de la fenêtre, balançant ses jambes. Dis, et tu n'as pas peur qu'il essaie de te faire un sale coup? Je ne sais pas, les gens sont très rancuniers. Hélène resta pensive. Cette idée lui avait déjà traversé l'esprit. J'ai un peu peur, mais leur dis que légalement il n'a rien à faire. La villa a été payée avec mon argent propre. J'ai toutes les preuves. Et de plus, il a lui-même reconnu devant le tribunal qu'il n'avait pas apporté un sou à mes économies. Moralement et physiquement, Hugues n'est pas de cela. C'est un lâche. Trahir, bien sûr, voler par derrière, enchanter, mais faire face à un conflit ouvert, jamais. Lucie acquiesça, bien qu'elle ne semblât pas très convaincue. Quand même, sois prudente. Mets une bonne alarme Vérissure ou Nexecure et des caméras. Maintenant, tu as une maison qui vaut beaucoup d'argent. Elles prirent le thé et firent des plans. Lucie proposa de l'aider avec la rénovation, car son frère était chef de chantier. Hélène accepta avec gratitude. Quand son ami partit, le silence régna de nouveau. Hélène s'allongea sur le lit de sa chambre et regarda le plafond longtemps. C'était une sensation étrange, liberté et vide à la fois. 10 ans de mariage laissent des traces. Elle était habituée à la présence d'une autre personne, même si cette personne s'était avérée être un traître. Le lendemain, elle se rendit au bureau d'une entreprise de sécurité pour signer le contrat d'une alarme connectée. Lucie avait raison. La sécurité était primordiale. Ensuite, elle passa par un magasin de meubles et choisit un canapé simple et une table de salle à manger. Rien d'extravagant, mais c'était à elle. Quand, 3 jours plus tard, on lui livra les meubles, Hélène sentit que la maison commençait à prendre vie. Elle accrocha dans la cuisine son tableau préféré, un paysage marin qu'elle avait acheté des années auparavant dans un marché aux puces. Dans l'appartement d'Hugues, ce tableau avait toujours été relégué dans le couloir parce qu'il n'aimait pas les tons bleus. Maintenant, il trônait à l'endroit le plus visible de la maison. 2 semaines passèrent. Laure rappela. Hugues a trouvé un acheteur pour l'appartement. Il l'a vendu 380 000 €, moins que ce qu'il demandait au début, mais il est très pressé. Et maintenant? Après la signature chez le notaire, il est obligé de vous transférer le reste de l'argent. Quand a lieu la signature? Dans 1 semaine. Je me chargerai de superviser le versement. Tranquille, tout se fera dans les voies légales. Le jour de la signature, Hélène ne tenait plus en place. Elle se mit à nettoyer le jardin, arrachant les mauvaises herbes avec rage. À midi, elle reçut une notification de la banque. On venait de lui verser le montant total. Elle s'effondra sur la pelouse en regardant l'écran de son portable. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la confirmation qu'elle avait raison, la preuve que la justice existait. L'après-midi, elle ouvrit une bouteille de vin, pas très chère, mais qu'elle aimait, et s'assit sur la terrasse de sa maison. Le soleil se couchait derrière les pins, teignant le ciel de tons dorés et rosés. Au loin, un oiseau chantait. Elle avait travaillé 10 ans pour ce moment, pour avoir son propre foyer, sa propre vie. Et bien que le chemin ait été beaucoup plus difficile qu'elle ne l'imaginait, elle avait atteint son but. Le téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. J'espère que tu t'étoufferas avec ton argent. Hélène effaça le message sans y penser à 2 fois. Le venin des autres n'avait plus aucun pouvoir sur elle.
Elle prit une gorgée de vin et sourit au coucher du soleil. Elle avait devant elle une nouvelle vie, sa vie, et elle ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, elle investit l'argent récupéré pour achever les travaux de la villa, elle engagea une décoratrice. Elle choisit des tons clairs pour l'intérieur, beige, blanc cassé, gris doux. Elle aspirait à la lumière et à l'espace. Après toutes ces années passées dans un appartement étouffant avec ses papiers peints sombres que sa belle-mère avait choisis. Les travaux avançaient. Hélène quitta son second emploi. Elle pouvait désormais se permettre de travailler à temps plein uniquement dans l'entreprise de construction. « Hélène, on te voit enfin le visage reposé », lui fit remarquer sa collègue Sylvie à la pause déjeuner. « Et tu as rajeuni de 5 ans, je te le jure. » Hélène sourit. C'était vrai qu'elle se sentait différente. Elle dormait 8 heures, mangeait correctement et non à la va-vite. Les week-ends, elle se promenait sur les sentiers de Saint-Germain-en-Laye, près de la maison, où il y avait des pistes cyclables et un étang avec des canards. Mais la paix ne dura pas longtemps. Début octobre, alors que les travaux de la villa touchaient à leur fin, Hélène remarqua pour la première fois une voiture étrange garée près du portail. Une berline gris foncé était arrêtée devant la parcelle, un peu au-delà du lampadaire. Le moteur était éteint et les vitres étaient teintées. Au début, elle pensa que c'était un voisin ou des ouvriers qui s'étaient trompés, mais une heure plus tard, la voiture était toujours là. Hélène sortit sur le porche, enfilant son manteau par-dessus son pull d'intérieur. L'air automnal sentait les feuilles humides et la terre mouillée. Elle fit quelques pas sur le sentier, essayant de voir l'immatriculation, mais la voiture démarra brusquement et s'éloigna lentement. Hélène s'arrêta, sentant une pointe d'inquiétude dans la poitrine. Elle sortit son portable et prit une photo du véhicule alors qu'il partait. L'immatriculation était floue, mais le modèle et la couleur étaient reconnaissables. Le soir, elle envoya la photo alors. La réponse fut presque immédiate. Cela ressemble à la voiture d'Hugues, précisément celle qu'il vient d'acheter après avoir vendu l'appartement. N'ouvrez pas le portail à des inconnus. Les caméras fonctionnent ? Hélène regarda le moniteur du visiophone. Oui, les caméras fonctionnaient parfaitement. Après avoir parlé à Lucie, elle avait installé un circuit fermé. Détecteur de mouvements périmétriques et alarme. À ce moment-là, cela lui avait semblé un excès de zèle, mais maintenant elle voyait que c'était une décision judicieuse. Elle fonctionne, répondit-elle. Super. S'il réapparaît, gardez les enregistrements et ne lui parlez pas sans témoin. Hélène posa le téléphone sur la table et resta un long moment à regarder par la fenêtre. Derrière la vitre, le jardin sombrait dans l'obscurité. À l'intérieur, il faisait chaud et sentait la peinture fraîche et le bois, mais dans son estomac s'était de nouveau installée cette sensation dont elle commençait à peine à se défaire, l'angoisse. Le lendemain, Hugues l'appela. Elle ne décrocha pas. Puis elle reçut un message. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. » Hélène ne répondit pas non plus. 10 minutes plus tard, un autre. « Tu crois que tu as gagné ? Tu t'es juste caché derrière ton avocate pendant un temps, mais la maison a été achetée en communauté de biens et je vais faire réviser le jugement. » Hélène lut le message 2 fois, en fit une capture d'écran et l'envoya alors. « N'ose pas répondre, » écrivit l'avocate. « Il essaie de te provoquer pour que tu mordes à l'hameçon. Garde tout. » Hélène suivit son conseil. Tout au long de la semaine, il lui envoyait des messages presque quotidiennement. D'abord furieux, puis apitoyé, puis de nouveau furieux. « Tu as détruit ma vie. À cause de toi, la banque m'a presque tout pris. Tu aurais pu avoir un peu d'humanité. J'ai gâché 10 ans de ma vie avec toi. Valérie m'a quitté. Tu es contente maintenant ? » Hélène fixa ce dernier message. Valérie l'avait quitté. Curieusement, elle ne ressentit aucune joie, seulement une pure lassitude. Tout cela n'avait plus rien à voir avec elle. Hugues lui-même avait bâti sa seconde vie sur des mensonges, des prêts cachés et de l'argent d'autres personnes. Maintenant, cette vie s'écroulait sous son propre poids. 2 jours plus tard, le rappela. « Hélène, il faut qu'on se voie. Il s'est passé quelque chose ? » Hugues a interjeté appel contre la liquidation des biens. Il allègue que vous avez dissimulé une partie des revenus familiaux au juge et que vous avez délibérément mis la villa à votre nom pour décapitaliser la communauté de biens. Hélène ferma les yeux, mais n'était-ce pas déjà jugé ? C'est le cas, mais il a le droit de faire appel.
Je vous le dis tout de suite. Il a très peu de chance, presque nulle, mais il peut vous donner du fil à retordre. Que demande-t-il? La moitié de la villa et aussi une indemnisation pour préjudice moral. Hélène laissa échapper un rire amer. Pour préjudice moral? Oui, selon sa version, vous avez quitté le domicile conjugal sans préavis. Vous avez caché de l'argent, vous l'avez poussé à s'endetter et vous avez provoqué la rupture avec une femme enceinte. Laure, mais c'est absurde. Absurde, oui. Mais les absurdités doivent aussi être démenties avec une bonne documentation en main. Le lendemain, Hélène se présenta au cabinet. Laure l'accueillit avec une chemise à la main et lui offrit un café. La bonne nouvelle, c'est qu'Hugues n'a apporté aucune nouvelle preuve. La mauvaise, c'est qu'il tente de vous attaquer sur le plan de la réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Laure posa sur la table quelques feuilles imprimées. Hélène prit une feuille et vit des captures d'écran d'un groupe Facebook local de Saint-Germain-en-Laye. Femme trompe son mari pendant 10 ans. Économisait de l'argent secret et l'a mis à la porte après avoir acheté un grand manoir. Le pauvre homme se retrouve endetté jusqu'au cou, tandis que sa femme, qui est comptable, cache des millions. Voilà les valeurs traditionnelles. Hélène lisait en sentant ses mains se glacer. Les noms n'étaient pas donnés, mais les détails correspondaient tellement qu'il n'y avait aucun doute. Ça doit être lui, dit Laure, ou sa mère. Le ton est très similaire. Sa mère. Il y avait longtemps qu'Hélène ne s'était pas souvenue de Madame Duval. Sa belle-mère l'avait toujours regardée de haut, comme si elle était un obstacle passager dans la vie de son fils. Les premières années de mariage, Hélène avait essayé de se la concilier, elle cuisinait pour elle, l'aidait, lui achetait des cadeaux, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était inutile. Pour Madame Duval, la seule femme valable était celle qui s'annulait totalement pour son fils et ne le contredisait jamais. Je peux faire quelque chose? Nous pouvons lui envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusant d'atteinte au droit à l'honneur et de diffamation. Mais il est préférable de d'abord recueillir des preuves qu'elle ou ils sont derrière ces publications. J'ai déjà envoyé une demande formelle aux administrateurs du groupe. Ils nous donneront les données. S'ils refusent, nous le demanderons par voie judiciaire, mais je ne me presserai pas pour l'instant. Laissez Hugues se croire en sécurité en pensant que vous ne ferez rien. Hélène leva les yeux. Et qu'allons-nous faire en réalité? Laure sourit. En réalité, nous préparons la contre-attaque. Ces mots sonnaient très sereins, sans fioriture dramatique, et c'est précisément pour cela qu'Hélène ressentit un grand soulagement. Une semaine plus tard, ce qu'Hélène craignait arriva. Elle rentra tard à la maison. C'était la période de clôture trimestrielle et, malgré le fait qu'elle ne donnait plus de cours nocturnes, le volume de travail était épuisant. Près du portail, elle distingua des traces de pneus récentes. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais en arrivant à la porte, elle vit de la boue fraîche sur la marche et la serrure de la boîte aux lettres forcée. À l'intérieur de la boîte aux lettres, il y avait un papier froissé. Hélène le déplia. Rends ce que tu as volé à ta famille. Elle resta sur le palier du porche, regardant ces lettres irrégulières et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas de peur, mais une colère dévorante. Elle n'entra pas dans la maison. Elle appela directement la centrale d'alarme. 20 minutes plus tard, une patrouille de sécurité privée arriva. Étage 10 minutes plus tard, une équipe de la gendarmerie nationale. Les caméras avaient enregistré un homme encapuchonné, mais son visage n'était pas bien visible. En revanche, la voiture près du portail était la même berline gris foncé. Cette fois, la caméra avait clairement capté l'immatriculation et, effectivement, le propriétaire était Hugues. L'agent de la gendarmerie rédigea le procès-verbal et emporta des copies des vidéos et des photos de la boîte aux lettres endommagées. Hélène signa la plainte d'une main ferme. Son ex-mari demanda l'agent sans sourciller le moins du monde. Oui, cela arrive souvent, soupira le gendarme, mais ne laissez pas tomber. S'il rôde à nouveau, appelez-nous immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Le lendemain, Laure n'était plus seulement sereine, mais franchement enchantée. Il vient de nous faire un cadeau en bonne et due forme. Un cadeau? Bien sûr. Jusqu'à présent, il pouvait jouer le rôle du mari trahi et sans défense. Mais maintenant, nous avons des preuves de coercition, de menaces et de dommages matériels continus. Cela pèsera énormément sur la perception du tribunal. Et s'il dit que ce n'était pas lui? Qu'il dise ce qu'il veut.
La voiture est à lui, les messages sont les siens, le portable est évident. De plus, nous pouvons demander une expertise calligraphique de la note si nécessaire. Hélène s'assit en face de l'avocate et pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa à se détendre. Laure, je veux juste que tout ça se termine. Et ça se terminera. Mais parfois, pour que quelqu'un arrête de vous harceler, il ne faut pas se cacher, mais lui fixer une ligne rouge très claire, et avec la loi en main. L'audience d'appel fut fixée pour la fin du mois. À ce moment-là, l'histoire du forum Facebook avait dégénéré. Il y avait de nouveaux posts, des commentaires, des rumeurs. Certains disaient qu'Hélène avait dépouillé son mari. D'autres assuraient qu'elle avait vécu comme une reine à ses dépens toute sa vie. Et quelqu'un avait même mis son nom de famille presque complet. Au début, Hélène lisait tout en tremblant. Puis elle cessa de le faire. Elle comprit que les gens sont toujours prêts à juger sur la base de rumeurs, surtout si elles sont enveloppées d'un récit morbide. Mais un matin au bureau, Sylvie l'arrêta. « Hélène, tu as vu ça ? Si c'est pour Facebook, je préfère ne pas voir. » « Non, c'est qu'il y a un commentaire de Valérie. » Hélène resta pétrifiée. « De Valérie ?» Sylvie lui tendit son téléphone. Le commentaire était long. Valérie Dumas expliquait qu'il lui avait caché à sa femme qu'ils avaient une relation, qu'il avait contracté un crédit à son insu, lui avait acheté l'appartement à son nom et l'avait ensuite menacé pour qu'elle ne dise rien pendant qu'il dépouillait Hélène au tribunal. Valérie avouait qu'elle-même avait été trompée. Lui avait raconté qu'il n'avait plus de vie maritale avec sa femme depuis longtemps, que le divorce n'était qu'une formalité et qu'Hélène le faisait chanter pour de l'argent. Quand tout fut révélé, il commença à exiger de Valérie qu'elle lui rende l'appartement en le mettant à son nom, et devant son refus, il lui fit une scène épouvantable. À la fin, elle écrivait « Je ne veux pas me justifier. Je savais qu'il était marié et j'assume ma faute. » Mais Hélène ne lui a pas volé un centime. Au contraire, c'est lui qui prévoyait de la voler. Et si sa mère continue de publier des mensonges, je révélerai toutes les conversations WhatsApp. Hélène rendit le portable en silence. « Comment vas-tu ? » demanda Sylvie avec prudence. « Je ne sais pas. » Elle ne ressentait aucune gratitude envers Valérie. C'était impossible, trop de douleur liée à ce nom, mais elle ne ressentait pas non plus de haine. Elle avait devant elle une jeune femme qui, elle aussi, avait cru aux promesses d'Hugues. Oui, par sa faute. Oui, elle n'était pas une sainte, mais elle n'était pas non plus l'origine du mal. L'origine du mal était Hugues et sa manie de traiter les gens comme des outils à sa disposition. Cet après-midi-là, Hélène reçut un message d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré. « C'est Valérie. Je ne vais pas te demander pardon parce que je sais que je n'ai aucun droit. Je voulais juste te dire que j'ai transmis à ton avocate toutes mes conversations avec lui. Il ne te dérangera plus. Et s'il le fait, j'irai témoigner en ta faveur. » Hélène regarda l'écran longtemps et écrivit finalement « Prends soin de toi et de ton bébé, que les tribunaux décident du reste. » Elle envoya le message et bloqua le numéro immédiatement. C'était suffisant. Le jour de l'audience, Hélène arriva au tribunal plus tôt que d'habitude. Il pleuvait une fine bruine à Paris. Les feuilles mouillées collaient au trottoir et les voitures sifflaient en passant sur l'asphalte mouillé. Elle attendait assise dans le couloir à côté de Laure, se regardant les mains. Ses mains ne tremblaient plus du tout. Hugues se présenta avec sa mère. Madame Duval avait son allure habituelle. Un tailleur impeccable, une coiffure parfaite, le visage de quelqu'un convaincu que le monde entier lui était redevable. En voyant Hélène, elle pinça les lèvres avec mépris. « Comme tu es contente, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle en passant à côté d'elle. « Tu as détruit cette famille. Tu as laissé mon fils à la rue. » Hélène leva les yeux. « Votre fils a tout détruit tout seul, Madame Duval. » « N'osez pas vous adresser ainsi à ma cliente, » Laure s'interposa calmement entre les deux. « Toute réclamation doit se faire à l'intérieur de la salle. Un seul autre insulte à ma cliente et je demanderai que cela soit consigné au procès-verbal. » Madame Duval laissa échapper un soupir, mais recula. Hugues avait pire allure que lors du procès précédent. Il était émacié, irascible, avec des cernes très marquées. Le costume cher lui pendait comme s'il était emprunté. Il évitait de regarder Hélène, mais sa mère, en revanche, la fusillait du regard avec une haine pure, imprégnée d'impuissance. Lorsque l'audience commença, l'avocat d'Hugues tenta de paraître sûr de lui. « Madame la juge,
mon client considère que la décision sur la liquidation des biens a été rendue sans prendre en compte tous les facteurs. Son épouse a systématiquement dissimulé ses revenus, n'a pas informé son mari de ses économies et a ensuite acquis un bien immobilier de grande valeur, dépossédant de facto mon client de ses droits sur le patrimoine commun. La magistrate, qui écoutait d'un air impassible, demanda « La représentation de l'appelant apporte-t-elle de nouvelles preuves ?» L'avocat hésita. Document direct, il n'y en a pas. Cependant, le simple fait d'acquérir un bien immobilier sous le régime de la communauté de biens. Ce fait a déjà été évalué par le tribunal de première instance, le coupa la juge. Je demande des faits nouveaux. Hugues ne put se retenir. Elle avait tout calculé, s'exclama-t-il. 10 ans à faire semblant que nous n'avions pas un sou pendant qu'elle accumulait de l'argent pour sa petite villa. Hélène le regarda en silence. Elle se souvint du manteau d'hiver qu'elle avait. Comment elle avait dû repousser l'achat de bottes parce qu'Hugues avait besoin d'un nouveau moniteur. Elle se souvint comment Madame Duval disait toujours qu'une bonne épouse ne devait pas penser à ses propres caprices. Laure Dubois se leva. Avec votre permission, Madame la juge, la partie appelante n'a apporté aucune nouvelle preuve documentaire. Au contraire, cette représentation dispose de nouveaux éléments qui attestent de la mauvaise foi processuelle et de la conduite téméraire de Monsieur Hugues Lefebvre après le jugement. Elle remit une chemise à la juge. Premièrement, des messages textes à contenu menaçant. Deuxièmement, des enregistrements du circuit de vidéosurveillance qui situe le véhicule de Monsieur Lefebvre au domicile de ma cliente la nuit où elle a subi des dommages à sa propriété. Troisièmement, une copie du procès-verbal de la gendarmerie. Et quatrièmement, des actes notariés des publications sur les réseaux sociaux qui portent atteinte au droit à l'honneur de ma cliente. Hugues se tourna brusquement vers sa mère. Madame Duval devint livide. Je n'ai rien écrit, s'empressa-t-elle de dire. Cela ne peut pas être prouvé. Laure ne daigna même pas la regarder. Les administrateurs de la page ont fourni l'enregistrement IP et le téléphone associé au premier commentaire. Ce numéro de téléphone correspond à Madame Duval, mère du défendeur. Un silence absolu s'installa dans la salle. La juge leva les yeux lentement. Madame Duval, vous êtes ici en qualité de public, mais si ces faits sont confirmés, vous ferez face à une plainte pour injure et calomnie. Je ne faisais que défendre mon fils, s'écria la belle-mère. Elle l'a dépouillé. Elle a toujours été une harpie, silencieuse, gardant l'argent, faisant la sainte. Hélène l'écoutait et se rendit soudain compte que rien ne lui faisait plus mal à l'intérieur. Avant, ces mots auraient été un coup de poignard au point le plus vulnérable. Maintenant, ils sonnaient simplement pathétiques. Je travaillais, dit Hélène calmement, tandis que votre fils dépensait l'argent avec une autre femme. C'est la seule différence. Madame Duval ouvrit la bouche, mais la juge frappa sèchement la table avec son stylo. Ordre dans la salle. Laure continua. De même, Madame Valérie Dumas a manifesté sa disposition à justifier que Monsieur Lefebvre prévoyait de dépouiller le patrimoine de ma cliente en se servant de la présente procédure judiciaire à des fins strictement personnelles. Nous apportons des copies certifiées conformes de ces conversations. L'avocat d'Hugues semblait vouloir se fondre dans le sol. Madame la juge, nous sollicitons un ajournement pour examiner cette nouvelle documentation. Vous avez vous-même interjeté cet appel, dit sèchement la juge, et vous avez comparu sans apporter la moindre preuve pour le soutenir, alors que la partie intimée atteste d'un harcèlement continu à son encontre depuis le prononcé du jugement. Elle feuilleta le dossier. L'appel interjeté par Monsieur Hugues Lefebvre est entièrement rejeté. Aucune cause légale ne justifie la modification du jugement attaqué. De plus, ce tribunal avertit Monsieur Lefebvre que toute tentative de continuer à contraindre son ex-épouse entraînera des responsabilités pénales supplémentaires. Hugues se leva d'un bond. C'est-à-dire qu'elle garde la maison, l'argent et je me tape toutes les dettes? La juge le foudroya du regard. Vous assumez les conséquences de vos propres actes. Cette phrase resta en suspens dans l'air. Hélène l'a gravée dans sa mémoire à jamais. En sortant de la salle, Hugues courut la rattraper à la porte du tribunal. Hélène, attends. Laure fit un mouvement pour intervenir, mais Hélène l'arrêta d'un geste. Que veux-tu? Hugues était sous l'auvent du tribunal. La pluie tombait du bord du toit, formant de fins fils d'eau. Il ne semblait pas en colère, mais totalement abattu, et cela lui paraissait encore plus répugnant. J'ai tout gâché, avoua-t-il d'une voix sourde. Hélène ne dit rien. Valérie ne me prend pas au téléphone.
Ma mère m'écrase, la banque me harcèle. Au travail, je suis sur le point de me faire virer. Je ne dors pas la nuit. Je te jure que je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Ce que tu ne pensais pas, c'est que je le saurais, répliqua Hélène, imperturbable. C'est différent. Il leva les yeux. Pouvons-nous au moins parler tranquillement sans avocat? Comme deux personnes civilisées. Comme deux personnes civilisées. Nous aurions dû parler quand tu prévoyais de me dépouiller, répondit-elle. Maintenant, il est trop tard. Hugues, ne t'approche pas de ma maison. Ne m'écris pas de messages et ne m'envoie pas de petits mots avec ta mère. Toute communication à partir d'aujourd'hui, exclusivement par l'intermédiaire de mon avocate. Elle tourna les talons et marcha vers la voiture. Madame Duval se tenait à quelques mètres. Cette fois, elle garda un silence sépulcral. Un mois plus tard, Hélène intenta une action pour atteinte illégitime au droit à l'honneur. Laure avait beaucoup insisté. Les diffamations ne peuvent être ignorées, sinon elles finissent par prendre vie propre. Le processus fut beaucoup plus simple que prévu. Les administrateurs du forum collaborèrent, les captures d'écran furent validées par un notaire et plusieurs des commentaires de Madame Duval incluaient des accusations criminelles directes sans la moindre preuve. Lors de l'audience, la belle-mère tenta de maintenir son attitude hautaine habituelle, juste jusqu'au moment où le juge lui lut à haute voix ses propres mots. Elle vole mon fils depuis des années. Ce genre de harpie doit être démasqué publiquement. La villa a été achetée en escroquant l'argent des deux. Madame Duval balbutia que ce n'était que son opinion personnelle, mais le juge ne s'attendrit pas le moins du monde. Elle fut condamnée à effacer tout le contenu, à publier une rectification formelle et à verser une indemnisation à Hélène. Le montant économique n'était pas stratosphérique. Mais pour Hélène, cela importait peu. 3 jours plus tard, dans ce même groupe Facebook de Saint-Germain-en-Laye, apparut un nouveau post. Les informations précédemment diffusées concernant Madame Hélène Dupont sont totalement dénuées de véracité. Une décision de justice a prouvé que le logement a été acquis légalement avec des fonds propres de sa seule titularité et les accusations d'escroquerie, d'appropriation indue de fonds familiaux sont catégoriquement fausses. Hélène lut la publication en prenant son café le matin, elle bloqua l'écran de son portable et sourit sans triomphalisme, avec une paix absolue. Elle n'avait plus à convaincre le monde qu'elle était la victime, mais il était vital de laver son nom. À l'arrivée de l'hiver, la villa était devenue un véritable foyer. Dans le salon trônait désormais un canapé large et très confortable. Dans la cuisine, une table ronde en chêne clair. Dans la chambre, des rideaux épais d'un ton sable très chaud. Hélène plaça un fauteuil de lecture près de la fenêtre, une petite lampe pour lire le soir. Dehors, les jardiniers avaient défriché tout le terrain et préparé la terre pour les futurs massifs de fleurs. Les premières neiges tombèrent sur la campagne parisienne fin novembre. Hélène était debout devant l'immense bail vitré, tenant une tasse de cacao chaud, observant les flocons blancs se poser sur les branches sombres des pins. Dans la cheminée, le bois crépitait lentement. La maison débordait d'une lumière chaleureuse et d'un calme enveloppant. Le portable reposait sur la petite table et ne vibrait plus de sursaut ni de menace. Il n'apportait plus de message d'Hugues. Depuis le procès en appel, il avait disparu. En décembre, Lucie vint l'aider à décorer le sapin de Noël. « Es-tu consciente que ce sont tes premières fêtes de Noël sans cet incapable ?» lui demanda-t-elle en sortant les décorations des boîtes. « Je suis très consciente. »« Et qu'est-ce que ça fait ?» Hélène resta pensive. « Beaucoup de paix. » De la mauvaise paix ou de la bonne paix? De la très bonne paix. Lucie lui rendit son sourire. C'est que tu as pris la bonne décision. Hélène sortit d'une boîte une boule de verre bleu foncé décorée d'étoiles argentées. Elle l'accrocha à la branche la plus haute et recula d'un pas. Tu sais? J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi tout cela m'a fait si mal. Après tout, les dernières années, Hugues n'apportait rien de bon, ni affection, ni soutien moral, ni même un respect élémentaire. Mais la sensation de trahison a été brutale. C'est parce que tu ne l'aimais pas seulement lui, fit remarquer Lucie. Tu aimais l'idée de famille que tu t'étais construite dans ta tête. Hélène acquiesça lentement. Elle avait parfaitement raison. Elle ne pleurait pas d'avoir perdu Hugues. Elle pleurait pour ces 10 années investies à croire en un projet de vie commune qui, en réalité, avait cessé d'exister depuis longtemps. Mais maintenant, même cette cicatrice avait cessé de démanger. C'était comme une vieille marque qui ne saigne plus, qui est juste là pour te rappeler, attention,
ici, on m'a beaucoup fait de mal autrefois. Pour le dîner du réveillon, Hélène invita chez elle un groupe très restreint de personnes qu'elle appréciait vraiment, Lucie, Sylvie et son mari, et sa voisine d'à côté, Madame Bernard, qu'elle en était venue à aimer presque comme une mère ces derniers mois. Elle dressa une table magnifique et fit rôtir un agneau spectaculaire au four, précisément le plat qu'elle pensait faire à Hugues le jour où elle avait signé l'acte de propriété de la villa. À minuit, après avoir mangé les 12 raisins, Lucie leva sa coupe de champagne pour trinquer à Hélène, pour avoir tenu bon, pour ne pas s'être laissée piétiner et pour cette maison qui n'était pas construite sur des briques, mais sur une force de volonté inébranlable. Tous rirent, mais les yeux d'Hélène s'humidifièrent. Elle regarda les gens réunis à sa table, la lumière dorée de la pièce, le sapin illuminé, les coupes et la neige tombant doucement de l'autre côté de la vitre. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit non plus la paix, mais un immense bonheur, un bonheur sans fioritures, sans pause pour les réseaux sociaux, profond et ancré dans la certitude que tout allait bien. Passé minuit, quand les invités sortirent sur le porche pour voir les pétards et les feux d'artifice des voisins, Hélène resta en retrait dans le salon. La table était toujours dressée, ça sentait la mandarine et la cannelle. Dans la cheminée, il ne restait que les braises rouges. Le téléphone vibra sur le canapé. C'était un numéro qu'elle n'avait pas dans son répertoire. Elle ouvrit le message. Bonne année. Je sais que je ne mérite pas que tu me répondes. Je voulais juste te dire que tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie et que je m'en suis rendu compte trop tard. Hélène contempla l'écran quelques secondes. Des années auparavant, ces mêmes mots auraient fait battre son cœur. Ils l'auraient rempli de doutes, de compassion, l'auraient fait s'accrocher à la nostalgie. Maintenant, la seule chose qu'ils lui procurèrent fut une très légère mélancolie. Et non pas pour lui, mais pour la femme naïve qui, autrefois, avait passé sa vie à aspirer à entendre cette phrase de sa bouche. Elle ne répondit pas au message, rangea son portable et sortit sur le porche avec les autres. Le ciel de la campagne parisienne éclatait en gerbes de lumière. Lucie riait aux éclats. Madame Bernard ajustait son écharpe. Sylvie filmait les fusées avec son téléphone. Hélène leva les yeux et respira profondément l'air glacial de la nuit. Exactement un an auparavant, elle était une femme étouffée qui économisait en cachette pour un rêve inaccessible, vivant avec la peur constante que son fragile simulacre de mariage s'effondre. Aujourd'hui, en revanche, elle était la propriétaire et la maîtresse de son propre foyer, de son destin, de sa paix mentale et de son avenir. À l'arrivée du printemps, le jardin des Roches explosa de couleurs. Hélène planta des rosiers le long du chemin d'entrée, des lilas appuyés contre le mur de pierre et un petit pommier près de la pergola. Chaque matin, avant d'allumer l'ordinateur pour le télétravail, elle sortait avec sa tasse de café à la main et contemplait le soleil se lever au-dessus des cimes des pins. Parfois, elle pensait que tout le calvaire qu'elle avait traversé en avait valu la peine juste pour pouvoir profiter de ces 10 minutes de gloire quotidienne. Derrière elle, la maison irradiait une lumière douce. Sur le mur de la cuisine, le tableau de la mer brillait plus que jamais. Sur le terrain, les branches du petit pommier s'élevaient vers le ciel dégagé de Paris. Il restait beaucoup de travail à faire. Elle avait de nombreux projets en tête et une infinité de jours quotidiens devant elle. Et c'était merveilleux car à partir de maintenant, chacun de ces jours routiniers lui appartenait uniquement et exclusivement à elle. Hugues n'était plus qu'un écho diffus du passé, enterré avec son égoïsme, ses mensonges et sa ferme conviction qu'il pouvait s'approprier le labeur d'autrui d'un simple coup de main sur la table. Il s'était complètement trompé. Hélène ne lui avait absolument rien volé, elle avait simplement, un beau jour, pris la ferme détermination de cesser de donner ce qui lui appartenait à celui qui n'avait jamais su apprécier ce qu'il avait devant lui. Et c'est exactement à cet instant que sa vraie vie commença enfin.